Coucou tout le monde, c'est Tatanexua et aujourd'hui on va parler des différents genres littéraires. Alors oui, je sais que normalement on dit les sous-genres, mais je vais user de cet abus de langage par ici le générique. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Genre... Comme pour d'autres domaines, on peut parler de la musique par exemple, la notion de genre a permis en littérature de classer les œuvres suivant leur sujet ou leur style. On parle de genre romanesque, épique, épistolaire, dramatique, etc. Pour simplifier, il a fallu caractériser les œuvres littéraires à partir des pronoms personnels et des temps verbaux qui y dominent. Alors grosso modo, au jeu présent, ça correspondait le genre lyrique, le tu au théâtre, comique ou tragique selon la nature des personnages, et le il, le passé, l'épopée, le récit narratif. Et aujourd'hui, oui parce que ça évolue tout ça. Petite définition. Un genre littéraire est un concept de type catégoriel qui permet de classer des productions littéraires en prenant en compte des aspects de genre pictural, genre narratif ou genre dramatique de contenu, entre autres romans d'aventure, journal intime, théâtre de boulevard, ou encore aussi on parle de registre, le registre fantastique, tragique, comique, etc. Un genre littéraire désigne donc un ensemble de textes qui se rapprochent par des traits communs. Oui, je sais ce que vous êtes en train de me dire, hey, code du genre, mais attendez, on n'y est pas encore. Alors de base, il y a 5 genres littéraires. Le genre narratif qui désigne tous les textes narratifs, le genre poétique en vers ou en prose rythmée, le genre théâtral qui est un texte destiné à être représenté sur scène, le genre argumentatif, ensemble de textes développant des idées et des opinions, et le genre épistolaire, tous les textes destinés à une ou des personnes en particulier. Et cela se confirme avec Sylviane G, une très chère professeure, qui avait justement bien réagi à la première vidéo il y a 2 ans, parce qu'effectivement c'est un petit peu son métier, le genre c'est égal à roman, nouvelle, poésie, théâtre, etc. Et en abus de langage, on a décidé que les sous-genres allaient devenir des genres. Donc évidemment on va dire pour le côté français, etc., on devrait parler de sous-genres narratifs. Voilà, si vous voulez être précis et précise. Avouez que je vous ai un tout petit peu piégé. Un tout petit peu. Donc bref, à partir de maintenant, je vais effectivement parler de genre et dans toutes les vidéos, je vais dire effectivement le genre littéraire, même si c'est grammaticalement pas forcément correct, mais c'est pour que ce soit compréhensible pour tout le monde. Et je sais que je vais me faire fouetter par les profs de français. Ouais, je sais, j'assume. Donc dans la vidéo d'il y a 2 ans, je vous avais demandé de définir les genres. J'ai un petit peu, on va dire, repris vos idées, j'ai farfouillé d'autres trucs et j'ai aussi un petit peu étoffé, donc c'est parti. La SFFF. La SFFF, à savoir science-fiction, fantastique et fantasy. C'est un mot qui regroupe tout et qui individuellement veut dire beaucoup. Commençons par définir la SF. Alors j'ai trouvé sur un blog une bonne description du récit de science-fiction, attention je cite, basé sur des spéculations. Le récit de science-fiction tente de brosser un portrait de l'avenir rapproché ou éloigné de l'être humain en faisant la description des progrès technologiques et ou scientifiques futurs. Ainsi, le but du récit de science-fiction est de décrire un univers futur dans lequel le progrès technologique est très avancé en comparaison de la technologie actuelle. Et évidemment, il existe des sous-genres de la SF. La hard SF, voyage dans le temps, l'Uchronie. L'Uchronie, c'est qui réinvente notre monde actuel en modifiant un important événement historique. La dystopie, alors la dystopie, je rappelle que c'est un récit de fiction dépeignant une société imaginaire, organisée de telle façon qu'il soit impossible de lui échapper, et dont les dirigeants exercent très souvent une autorité totale et sans contrainte, il n'y a pas de séparation des pouvoirs, quoi que ce soit, sur les citoyens qui ne peuvent plus exercer leur libre arbitre. Puisque parfois il y a certains récits qui s'estampillent en fait dystopies, qui ne sont pas des dystopies. Il y a également le cyberpunk, les space opéra, space fantasy, planète opéra, etc. Pour éviter que la vidéo fasse trop catalogue et soit trop longue, je vous ai mis directement le lien vers Wikipédia si vous voulez plus d'informations dans les sous-genres. Alors évidemment, il faut aussi regarder les sources de Wikipédia. Je rappelle que Wikipédia c'est une compilation de sources, mais c'est pas mal en tout cas niveau classement, il y a pas mal de notions intéressantes. En œuvre de science-fiction, vous avez par exemple La planète des singes, Dune, 2001, l'Odyssée de l'espace, Rattrape-moi. Ah bah oui, Rattrape-moi, c'est de la dystopie, il n'y a pas que de la romance, c'est vraiment au 22e siècle, donc voilà. Et peut-être mes prochains aussi, parce que j'ai d'autres ouvrages de SF qui vont sortir.
Qui dit SF dit souvent des technologies qui ont une explication, on va dire, mécanique, scientifique. Mais attention, SF, ce n'est pas forcément voyager dans l'espace. Ça aussi, il y en a pas mal qui parfois en fait viennent me voir et me disent « Ah non, mais il n'y a pas un petit problème de classement, là la personne justement a mis que c'était SF et pourtant il n'y a pas de voyage dans l'espace. » Il n'y a pas forcément de voyage dans l'espace dans la SF. Donc ce n'est pas la peine de crier sur tous les toits que « Ouh là là, la personne s'est trompée dans le classement. » Nope, renseignez-vous. Et vous, est-ce que vous avez des romans qui collent à ce genre? Pour faire le lien avec le genre suivant, je vais citer Mewkate sur Twitter. Je suis grand fan de la troisième loi de Clarke. Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. On va donc parler de fantasy. Alors quand j'ai posé la question il y a 2 ans, qu'est-ce qui décrit pour vous la fantasy? Vous m'avez à peu près tous dit c'est de la magie, un monde imaginaire, merveilleux avec des créatures, des combats, des quêtes, des dragons. Alors, petite définition trouvée sur C'est simple mais c'est Stéphanie, je vous jure que le site s'appelle comme ça, voir justement les liens dans les sources. Attention, je cite, la fantasy est par définition un monde complètement imaginaire, avec une prédominance de la magie ou de l'alchimie. On y rencontre des créatures surnaturelles, dragons, hydres, monstres marins. D'ailleurs, ça me rappelle une nouvelle, la thérapie, justement, de la SF un petit peu héros. Ne vous inquiétez pas, ça va ressortir bientôt. Griffons, licornes, fées, lutins, gobelins, ogres, magiciens. Magicienne aussi, sorcière, sorcier, satyre. Démons, divinités. Bref, oui, les mythologies aussi, par ici t'en connais. Oui, alors je sais, on oublie un petit peu les tardigrades de géants qui envahissent la Terre, mais ne vous inquiétez pas, j'ai un ouvrage là-dessus, il sortira bientôt. Alors souvent la fantaisie, effectivement, est représentée dans un monde médiéval, mais pas toujours, il peut y avoir aussi de l'urban fantasy. Drama en cours. Ah là là, bref, en sous-genre, on a donc l'héroïque fantasy, light fantasy, dark fantasy, fantasy historique, low fantasy, high fantasy, la fantasy animalière aussi. Bref, vous êtes d'accord? Ouais, je le suis plutôt. L'exemple cité le plus souvent pour la fantasy, on a le Seigneur des Anneaux, voilà, de Tolkien, là je pense que ça met tout le monde d'accord. Il y a également aussi le monde de Narnia ou Harry Potter. Alors il y en a bien sûr d'autres, il y a même par exemple des ME qui sont consacrés à ce genre. Ne vous inquiétez pas, tous les liens sont dans la description de cette vidéo. La magie du destin par exemple, la saison 1, le tome 1 et le tome 2 justement que j'ai écrit, font partie effectivement de la fantasy. Je n'irai rien d'autre pour les tomes suivants, mais après ça va plus partir vers la SF. Ou après aussi, la dernière nouvelle que j'ai sortie, un dernier croc avant le départ, sur Amazon, est complètement fantasy. Et enfin, le fantastique. Pour rappel, alors la fantasy et le fantastique, surtout en France, ne sont pas les mêmes genres. Oui, je sais que dans d'autres pays, c'est pas forcément pareil, mais en tout cas, vous l'aviez bien affirmé, et au niveau des éditeurs et des éditrices qui avaient regardé le script, tout le monde, on va dire, était un petit peu d'accord là-dessus. La fantasy et le fantastique, ce n'est pas pareil. Le fantastique, c'est du surnaturel dans notre propre monde. Souvent, on est dans un climat d'incertitude, nuit, sombre, cimetière, glauque. Pas de magie, juste des doutes sur des éléments surnaturels qui interviennent par exemple. Le fantastique, ça peut se passer à n'importe quelle époque, mais il y aura toujours un élément surnaturel. Alors, qu'en est-il réellement? On va dire, quelle est la définition du fantastique? J'ai trouvé un billet sur le blog d'études littéraires qui, je trouve, est très bien parce que ça reprend, on va dire, un petit peu tout ce que vous aviez dit. Dans une œuvre fantastique, il y a irruption du surnaturel dans la réalité. Des événements inexplicables ont lieu et il est souvent impossible de savoir si les faits sont de l'ordre du réel ou du surnaturel. Un texte fantastique fait hésiter le lecteur et la lectrice entre une explication surnaturelle et une explication rationnelle des faits. Le cadre est très inquiétant, les modélisateurs de l'incertitude, des phrases interrogatives et exclamatives, des ellipses, des personnifications, des comparaisons et des métaphores, les champs lexicaux du mystère, de l'étrange et de la peur sont à l'œuvre dans le fantastique. On peut citer par exemple Dracula, Cthulhu aussi apparemment, le portrait de Dorian Gray. Et le fantastique peut être utilisé au sein de divers genres, que ce soit policier, science-fiction, horreur, conte, romance, aventure, etc. Oui, je sais que c'est pas évident, parce que le fantastique, ça devient presque une ambiance à certains moments, même pour certains et certaines justement qui avaient répondu à cette question il y a 2 ans, et pour d'autres, c'est vraiment un genre à part entière. Bon, et si je vous parle de la bitlit, vous l'avez trié où? Ah là là, ça c'est comme l'urban fantasy, ça peut effectivement déclencher des dramas.
Alors c'est compliqué, je vous ai mis l'adresse d'un forum, donc il y a Jeune Écrivain qui est très bien fait, et j'ai demandé à une amie autrice et éditrice d'y répondre, donc je remercie effectivement Hello qui avait répondu à cette question il y a 2 ans, c'est l'éditrice chez l'Alsacienne Indépendante. Attention, je cite, la question est très complexe et ne fait pas consensus je pense. La bitlit est un sous-genre de l'urban fantasy, qui est un genre à la croisière entre la fantasy et le fantastique. Dans le fantastique, ça se passe dans notre monde, mais les éléments surnaturels sont cachés aux yeux du monde. Il doit y avoir la notion de doute. Est-ce que ce qui se passe, c'est un rêve ou pas? L'urban fantasy, c'est déjà différent. Ça se passe dans un monde qui utilise les codes de notre société actuelle. Ça peut être notre monde aussi, tant que c'est entre le 19 et 21e siècle, mais le surnaturel est connu ou va être connu et accepté comme réel ou expliqué. Elle avoue en tout cas que chez l'Alsacienne Indépendante, il y a effectivement une rubrique qui regroupe Urban Fantasy et Fantastique, histoire de mettre tout le monde d'accord. Et donc, les autres maisons d'édition, elles font comment? Et les auteurs, à eux, ils font comment? Ça dépend. Bah oui, sinon ce serait trop facile. Alors parfois Bitlit est mis avec le fantastique, parfois c'est à part. Chez Rebelle justement il y a 2 ans il y avait différentes classifications aussi, bref oui c'est compliqué. Il n'y a pas vraiment de réponse claire, en fait il faut vraiment regarder la ligne éditoriale de la maison d'édition et si vous êtes en AE, regardez on va dire les ouvrages qui sortent dans les genres que vous visez, est-ce que ça se rapproche de ce que vous avez ou pas. Très souvent quand justement on me pose la question par mail, je réponds ça en fait aux personnes. Est-ce que justement dans ce genre-là, quand vous regardez les classements, que ce soit sur Amazon, Babelio ou même sur Booknode, est-ce que ça va se rapprocher, on va dire, des créatures, de l'ambiance qu'il y a dans votre ouvrage ou pas du tout? Ça peut un petit peu aiguiller sur le genre quand on a justement des interrogations, des questionnements. Et comment on fait pour savoir si c'est de la SF, du fantastique ou de la fantasy? Alors apparemment il y a la théorie du chat qui parle. Ouais oui, Maki, ouais, non même Maki, en fait je pense qu'elle s'en bat les ovaires qu'elle n'a plus. Alors c'est parti pour cette petite théorie. Si vous rencontrez dans un roman un animal, voilà, qui est sur pattes, doué de paroles, vous pouvez déterminer à quel cas il appartient. Si tous les chats parlent et que c'est complètement normal, on a affaire à de la fantaisie. Si le chat vraiment est unique et qui parle à cause d'une manipulation scientifique, on nage en pleine science-fiction. Si on a un chat qui parle mais que l'on ne trouve pas l'explication, c'est du fantastique. En espérant que cela vous aidera. Les contes. Alors j'adorerais faire une vidéo consacrée aux contes avec Hello de Salm, si jamais tu passes par là, coucou. J'aimerais bien puisque voilà, j'adore ces vidéos quand elle raconte justement des mythes et légendes suisses et elle est beaucoup plus calée que moi au niveau des contes. N'hésitez pas justement à aller voir sa chaîne. Petite définition, un conte c'est généralement court. Ça plonge le lecteur et la lectrice dans un univers déconcertant éloigné du monde réel. On pense tout de suite effectivement à Perrault, XVIIe siècle. Sachez que Disney édulcore vachement, genre vraiment beaucoup les contes. Que tout ce qui est Frères Grimm, Andersen, etc. C'est hard, les contes, voilà, c'est hard. Enfin bref, qu'est-ce qui fait d'un conte un conte finalement? Alors, je suis allée sur Internet, ouais c'est pas mal aussi, j'ai trouvé des définitions intéressantes. Un récit merveilleux et symbolique caractériserait le conte. Le conte est un récit généralement bref, qui relate des faits imaginaires. À la différence du roman ou de la nouvelle, qui cherche le plus souvent à imiter le réel, le conte présente au lecteur et à la lectrice un monde où règne l'invraisemblance, le merveilleux et le surnaturel. Souvent, c'est simple au niveau du récit, des personnages, les situations sont assez, on va dire, classiques, dans le sens conventionnel, et il peut y avoir beaucoup d'interprétations. Il existe différentes sortes de contes, le conte merveilleux, le conte philosophique, le conte fantastique. Le conte merveilleux, c'est par exemple Cendrillon. Ces contes présentent un univers irréel où les animaux parlent, les objets se métamorphosent, il y a des puissances magiques qui interviennent, les personnages sont dotés de qualités ou de défauts hors du commun. Ils peuvent être cruels, mais bon, la plupart des personnages connaissent quand même une fin heureuse, et voilà, ça compense la dure réalité de la vie féodale où ils sont nés. C'est très souvent, effectivement, on a toujours cet univers un peu médiéval. Le conte philosophique, ça c'est plutôt au XVIIe siècle, le conte devient une arme de contestation pour les philosophes. Voltaire avec Zadig, le Candide, donne les modèles du genre. Le nom de conte philosophique traduit clairement la double nature de ces récits. Au conte, ils empruntent leur forme brève, puisque je rappelle qu'un conte c'est court. Les péripéties, également l'univers merveilleux, l'Eldorado dans Candide, mais l'esprit philosophique y est constamment à l'œuvre. Tradition contestée, pouvoir remis en cause, etc. Sans oublier les abus qui peuvent être dénoncés, comme la cupidité des juges dans Zadig.
Ouais, j'ai parfois un petit peu l'impression de me transformer en prof de français. Et le conte fantastique, au 19e siècle, il est vrai que le conte connaît un regain d'intérêt sous la forme du conte fantastique. Le nom de conte s'explique par le fait que les histoires sont souvent racontées par un narrateur-conteur qui rapporte oralement une de ses expériences. C'est le cas par exemple dans Apparition de Maupassant. La forme brève du conte sert à resserrer l'intrigue autour d'un événement déterminant et à créer un effet de concentration. Pourquoi pas? On a toujours, on va dire, au niveau du fantastique, la tension, l'ambiance, on va dire, un petit peu sombre, et puis au fur et à mesure, ça se délite. Le merveilleux! Le merveilleux, attention, petite définition de Larousse. Le merveilleux tient une place importante dans la littérature. Il est différent du fantastique, et oui. Le merveilleux se trouve en effet à l'opposé en fait du surnaturel dans la mesure où il n'appartient plus au domaine des croyances admises par un peuple ou une civilisation. Ouais, bon courage pour y comprendre quelque chose. Ainsi, il n'y a du merveilleux dans les contes de fées que pour les auditeurs, les auditrices et les lecteurs et les lectrices qui ne croient plus aux fées. Ne me demandez pas pourquoi. Aragon, à ne pas confondre avec Aragorn, écrira dans Le Paysan de Paris, ouvrage dans lequel l'existence humaine est sans cesse transfigurée, sauvé par le merveilleux quotidien. La réalité est l'absence apparente de contradiction, le merveilleux, c'est la contradiction qui apparaît dans le réel. Vous n'avez rien compris? Non mais moi non plus, on va aller sur Wikipédia, c'est plus clair. Donc de base, ça vient des récits religieux et païens, les merveilleux pour les anciens, pas ceux de Stargate. L'intervention des dieux était acceptée comme telle. Pour les chrétiens, ce sont les anges ou les démons, les saints et leurs dons miraculeux, le merveilleux chrétien. La forme la plus populaire rattachée au merveilleux est le conte de fées ou conte merveilleux, mais on le décèle également dans le mythe, la fable, la légende, l'épopée et parfois aussi la fantaisie. Il passe par la suite du monde de la littérature à celui du cinéma, il paraît qu'il y a des exemples des films de Jean Cocteau. Si jamais vous êtes d'accord ou pas, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Le merveilleux décrit un monde situé dans un passé ancien non défini, très souvent ça va être « il était une fois », on ne sait pas où exactement, on ne sait pas quand. L'univers est souvent le même, un brin surnaturel avec des châteaux, une forêt, sans plus de précision. Le monde est organisé par des lois qui ne sont pas celles, on va dire, de notre monde, mais qui vont pas surprendre le héros ou l'héroïne, en fait, voilà. On ne s'étonne pas, par exemple, d'une fée marraine, là, qui se penche au-dessus du berceau et qui va faire « tiens, je te donne quelques petits pouvoirs », quoi. Non, ça paraît normal. Et souvent, les personnages, des fois, n'ont même pas de nom et de prénom, et ont souvent que des titres. Ça sera par exemple le roi, la reine, le prince charmant, ou la princesse charmante. Et puis, voilà, nom, prénom, non, bon, il n'y a pas non plus le numéro de sécu. Les événements et les objets de ce monde sont aussi merveilleux. On peut par exemple citer les bottes de 7 lieues, la baguette magique, le miroir magique, les vêtements magiques, etc. Alors il y a une morale, enfin c'est pas vraiment une morale, apparemment ce serait plutôt une méthode, une initiation. Le conte merveilleux est alors l'illustration d'un enseignement et la plupart, on va dire, des histoires se terminent bien. Dans un récit merveilleux, les données du monde surnaturel sont acceptées comme allant de soi par le lecteur ou la lectrice, on observe de sa part une confiance, une crédulité, l'auteur ou l'autrice ayant bien ménagé l'arrivée du merveilleux pour qu'il passe inaperçu, on va dire comme une lettre à la poste. Le fantastique reste au contraire ancré dans la réalité, dans le réel. L'événement surnaturel n'est pas admis comme tel, il crée une hésitation, des doutes de la part du héros, de l'héroïne, du lecteur et de la lectrice. Alors soit certains vont trouver justement une explication rationnelle de l'événement, soit pencher pour son caractère au contraire surnaturel. Mais le fantastique prend fin dès qu'une réponse tranchée en fait est apportée. Le roman historique. Bon alors le roman historique, je pense que la définition n'est pas difficile. En tout cas dans les 15 dernières années, là j'ai peu eu on va dire de questionnement par rapport au roman historique. Bon je vais quand même aussi donner la définition. C'est un roman dont l'action est inspirée par des faits et des personnages historiques. Oui, inspiré de faits réels, d'événements qui se sont réellement produits. Et il y a tout de même de la place pour l'imagination aussi. C'est le cas pour De chair et de sang d'Oreza Dantes, l'univers est ancré dans l'histoire. On va croiser des personnages historiques, avoir vraiment dire des dates, des événements qui se sont passés, vous pourrez d'ailleurs faire des recherches, et d'ailleurs, ça aussi, l'auteur ou l'autrice doit avoir fait des recherches sur cet événement historique, parce que sinon justement ça ne va pas. Mais il y a aussi une petite part de fiction, on peut effectivement après imaginer d'autres choses, etc. La principale difficulté du roman historique, c'est vraiment les recherches, parce qu'il faut vraiment coller à ce qu'il y avait à l'époque, parfois des fois très très anciennes, et ça demande beaucoup de temps et d'énergie. La romance. Ah, on va parler romance, déjà, parce que j'ai beaucoup reçu de « Oh, romance, c'est égal à un goût, romance, c'est égal à un happy end, ah, drama en cours ». Alors déjà, première chose, attention, la romance, c'est un genre
littéraire. On ne parle pas d'histoire d'amour. Je répète, une histoire d'amour, c'est pas un genre, c'est ce qui va se passer dans vos relations personnages. Donc par exemple, si justement il y a un personnage X qui veut aller avec Y, X qui veut aller avec X, Z qui veut aller avec Z, hein, peu importe, c'est une histoire d'amour dans votre ouvrage. Votre ouvrage peut très bien être fantasy, avoir une histoire d'amour entre les personnages, ce n'est pas pour autant que c'est une romance. Car il y a beaucoup de confusion autour de ça. Parfois justement il y a des personnes qui parlent de leur ouvrage et qui disent ouais bah il y a une romance justement entre deux persos. Attention, il y a une histoire d'amour entre deux personnages. La romance, c'est un genre. Et ce n'est pas un sous-genre, hein, dans le sens que ça vaudrait moins bien que de la SF ou que d'autres genres. D'accord? J'ai compris? Alors la romance, si on prend la définition du CNRTL, c'est une ancienne chanson populaire espagnole de caractère narratif. Non, ne rigolez pas, on reprend. Plus sérieusement, une romance est un type de roman d'amour développé dans certains pays anglophones. Notez bien, certains pays anglophones, ça va avoir son intérêt pour la suite, tels que les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni et l'Australie. Le terme est un anglicisme inspiré de romance nouvelle. Considéré en France comme un genre mineur peu étudié par les universitaires, et ça c'est complètement dommage, encore une fois, ce type de roman se confond dans l'esprit du public et des médias francophones avec l'ensemble de la production sentimentale de la littérature populaire. Alors on a voilà les collections Harlequin par exemple, hein, dès 1978, et pourtant ça jouit dans le monde anglo-saxon d'un statut mais beaucoup plus on va dire valorisant. Et pourquoi je débute ainsi ? Parce qu'en réalité, toutes les définitions de romance que vous allez trouver sur internet, et même parfois hein, que les maisons d'édition reprennent, mais après, ça c'est complètement leur droit, hein, puisque les maisons d'édition, elles font absolument ce qu'elles veulent hein, dans leur ligne éditoriale, ça reprend en fait la définition anglo-saxonne des romances nouvelles. Et donc, en anglais, la romance, en fait, ça a un happy end. Voilà, c'est comme ça dans tous les pays anglo-saxons, la romance, ça a un happy end. Et bien, pas forcément en France. Voilà, alors je sais, hein, ça va peut-être en décevoir certains et certaines, mais ce n'est pas parce que c'est estampillé romance que ça va forcément finir bien. Tout simplement parce qu'il peut y avoir des romances dramatiques, des romances aussi tragiques. Oui, hein, parce que je rappelle que tragique, ce n'est pas la même chose que dramatique. Hein. Tragique, ça finit mal. Voilà. Il peut y avoir aussi des romances, soit qui se terminent mal, ou aussi qui abordent des sujets graves. Et ça va se différencier effectivement de certaines romances qui vont s'estampiller feel good pour dire vous inquiétez pas, là ça va se finir bien. Ça peut arriver. David Fenrick m'avait dit il y a 2 ans, de toute façon pour ce genre comme les autres, on a une base commune et on peut respecter les règles ou les transgresser. Chaque transgression réussie élargit d'autant le genre. Lui par exemple il préfère les happy end, mais ce n'est que son goût. Pas un principe. J'ai un petit peu, on va dire, insisté là-dessus. Alors, sauf si effectivement, les maisons d'édition qui veulent dans leur ligne éditoriale une happy end, ça c'est complètement leur droit, et qui vont dire, nous les romances, on veut que ça se finisse en happy end. Voilà, là pour le coup, c'est dit, si justement vous avez une romance qui ne finit pas en happy end, vous n'allez pas soumettre ce tapuscrit là-bas, parce que forcément il ne va pas respecter la ligne éditoriale. Ça va de soi. J'ai une amie autrice, hein, Nikki Jenkins, qui a repris maintenant son prénom et son nom, hein, Ophélie Leroux. Oui, c'est avec elle que j'ai justement écrit un 4 mains chez les éditions addictives. Elle a écrit un livre sublime qui s'appelle À livre ouvert et qui traite d'un thème assez dur, le deuil. C'est souvent refusé par des maisons d'édition, même qui des fois n'écrivent pas leur ligne éditoriale, en disant non mais vous pouvez pas mettre ça comme ça parce qu'il n'y a pas de happy end. Alors elle a trouvé, il y a des maisons d'édition qui effectivement n'imposent pas de happy end aux romances, donc elle a pu effectivement publier justement cet ouvrage, mais ça a été difficile et c'est souvent on va dire très difficile aussi pour les lecteurs et les lectrices qui parfois justement sont tellement on va dire formatés dans l'idée que romance égale happy end, qui ne se rendent vraiment pas compte qu'il peut ne pas y avoir que des happy end. Alors très souvent, hein, je rassure tout de suite quand même, soit ça va être indiqué au niveau des salons, soit ça va être indiqué aussi dans le texte ou derrière que ça par exemple est une romance tragique ou que ça va traiter de certains thèmes un petit peu tristounets. Comme tout roman d'amour populaire universel, les romans se concentrent sur les relations et l'histoire sentimentale entre 2 personnes. Alors il peut y avoir aussi plusieurs personnes, hein, j'ai déjà lu des romances polyamoureuses par exemple. Tout en parvenant à émouvoir le lecteur et la lectrice en optant pour une fin heureuse. Ça, c'est la définition que vous allez pouvoir retrouver sur Wikipédia. Et après, comme se voir absolument toutes les sources, il faut aller voir la référence. Et la référence, on va se rendre compte que c'est une définition qui vient d'outre-Atlantique. Voilà. Et oui, c'est là-dessus que se base absolument
tout le monde. Donc voilà, c'est pas grave, mais je vous le dis, beaucoup de MME ont vraiment repris ça, romance égale happy end. Alors pourquoi pas, hein, mais pour le coup, je ne suis pas forcément d'accord, il faut vraiment que ce soit indiqué dans la ligne éditoriale. Si vraiment c'est indiqué happy end, d'accord. Si ce n'est pas indiqué happy end, eh ben il faudrait peut-être l'indiquer, sinon cela signifie que vous acceptez aussi les romances sans happy end. Bon, et en plus, je trouve que c'est un petit peu méconnaître tous les sous-genres de la romance, en fait, parce qu'au-delà de cette catégorie générale, une romance peut se diviser en une multitude de sous-genres. Il y a les romances contemporaines, les romances historiques, les romances paranormales, les romances horrifiques aussi, ouais, j'en ai déjà lu, les romances d'aventure, les romances avec de l'action. Bref, je vous ai mis certains liens, dont un de Slate que j'ai trouvé assez parlant, même si une bad end est logique, par exemple, dans l'histoire, surtout quand c'est une romance, bah, elle sera décriée, même si c'est logique et cohérent. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, vous me donnerez justement vos avis. Alors je peux aussi évoquer également la chick lit, hein, on va dire les romances sentimentales, qui ont un ton assez spécifique, c'est souvent désabusé, marqué avec un petit peu d'autodérision, d'humour, un petit peu désinvolte. Ah, et aussi, parce que ça aussi c'est quelque chose qui revient souvent, ne pensez pas que les romances ne sont écrites que par des femmes et ne sont destinées qu'aux femmes. Non, alors déjà je n'aime pas du tout genrer, on va dire, les genres littéraires parce que je trouve ça complètement débile, mais en plus, sachez quand même que Rattrape-moi dans les salons attirait plus d'hommes, alors que c'est quand même une romance, alors même s'il y a un petit peu de dystopie, c'est quand même une romance à la base, que de femmes. Voilà. Et j'ai aussi effectivement beaucoup de retours sur les groupes Facebook et sur Twitter, ou un petit peu moins quand même sur Insta, et ben d'auteurs et d'autrices qui sont assez étonnés que des hommes lisent des romances incroyables. Oui, ça existe, je l'ai déjà dit, tous les goûts sont dans la nature. Et c'est complètement réducteur de les exclure. Voilà. Et puis de toute façon, on va arrêter de genrer aussi les genres littéraires parce que c'est énervant. Ah, puis aussi le feel good, comme j'en ai parlé justement précédemment. Alors oui, ça peut être associé à la romance, on peut effectivement trouver romance feel good, mais c'est un genre à part entière, hein. Le feel good, c'est un roman qui fait du bien, qui va faire vous sentir bien. On n'est absolument pas dans les thèmes, on va dire, un petit peu sombre, un feel good, se sentir bien. Et attention, puisque je sais que des fois, surtout en auto-édition et même dans les petites maisons d'édition, parfois il y a des abus, un petit peu comme les thrillers, on verra ça un petit peu après, de personnes qui disent oui oui mon roman est feel good alors qu'en réalité il ne l'est pas. Vérifiez bien la définition d'un feel good avant d'estampiller ça feel good. Bon, on va parler quand même de la dark romance, je le mets en sous-titre, et si jamais vous avez envie de passer, vous pouvez passer au chapitre suivant. Alors, est-ce que quelqu'un peut me donner une définition de la dark romance qui me hérisserait pas les poils? Oui, les poils, en plus je suis rousse donc je vous laisse imaginer la couleur. Donc voilà la définition donnée sur un site de la dark romance. Attention, donc je cite: le cœur de ce genre, c'est une histoire de séduction assez violente, dans laquelle l'héroïne se fait malmener par le héros. On n'est pas loin du tabou avec les femmes forcées, et on peut carrément dire que ces histoires sont plus que limites, dans le sens où elles n'hésitent pas à s'écarter de la morale et de la loi. La trame de base, c'est souvent une femme qui se retrouve à la merci d'un homme plus fort qu'elle. Elle va subir alors des épreuves physiques et psychologiques, ainsi que des scènes de... Voilà, je pense que tout le monde a compris. Non, je ne vais pas dire le mot parce que déjà, je risque, voilà, dès que ça parle de X, de olé olé, voilà, les Gamerloc et YTB, ils ont du mal, je ne dirai pas ce mot. Bref, je déteste, mais rien de grave, ne vous inquiétez pas, dans les dark romances, il y a toujours un happy end à la fin. Sentez un petit peu l'ironie. Le site Les Romantiques rejoint le point de vue. La dark romance peut déranger les esprits car elle est malsaine et fait intervenir le syndrome de Stockholm. On reparlera aussi de ce syndrome parce qu'il y en a beaucoup aussi qui confondent et j'aime pas trop ce syndrome, mais passons. Généralement, les héroïnes sont assez jeunes, sont enlevées, enfermées, voire affamées, complètement à la merci de leur ravisseur. S'ensuit souvent un huis clos assez éprouvant pendant lequel le dressage, des guillemets, commence. Le héros n'a qu'un but, briser la volonté de sa victime pour qu'elle lui soit dévouée. Après, il peut y avoir tout un tas de prétextes, plausibles ou pas, pour justifier cette violence extrême. Bref, je finis là-dessus. Je ne veux plus en lire, c'est fini, j'en ai déjà lu, j'en en chronique pas non plus. Tout simplement parce que, alors c'est extrêmement malsain, très souvent en plus ça romance des violences. C'est juste affreux. Pour le moment, je n'ai jamais lu de dark romance, je vais dire, qui ne romance pas des choses illégales. Voilà, on va dire ça comme ça. Et non, vraiment la violence gratuite et tout ça, j'aime pas. Surtout quand c'est pas justifié, surtout quand c'est la base, on va dire, de l'ouvrage. Voilà, désolé pour ceux et celles qui en écrivent. Voilà, c'est pas mon dada du tout. New Romance. Attention à la confusion, parce que alors ça, je le vois absolument tous les jours. Alors, stop tout de suite.
La New Romance, c'est en fait le nom d'une collection de livres d'un éditeur français. Ce n'est pas un sous-genre de la romance. Non, non, non. Et c'est un nom déposé en fait, un New Romance, c'est un nom déposé. Donc attention effectivement si vous l'utilisez. C'est tout parce que en fait, vous n'avez pas le droit de l'utiliser. C'est comme ça. En fait, ce que vous désignez souvent comme New Romance, en fait, c'est plutôt du New Adult. Et là, pour le coup, c'est vraiment un sous-genre de la romance, le New Adult. Adult. Ouais, je vais essayer de parler un petit peu anglais. Donc, le New Adult. Le New Adult est un genre de roman dans lequel les personnages principaux ont entre 18 et 30 ans. Le terme a été créé en réponse au Young Adult, pour désigner des œuvres similaires mais qui puissent être proposées également à des adultes. Ouais, attention, là, on va vraiment parler de choses adultes. Ce sous-genre se focalise sur des thèmes tels que le départ du foyer familial, le développement de la sexualité et la confrontation au choix de carrière, thèmes qui vont effectivement toucher, on va dire, les adultes, les jeunes adultes quand même, mais qui ne sont plus pour le coup à l'école. Alors qu'en effet, le young adulte, très souvent en fait les personnages sont encore à l'école. Bon, puis je vais faire aussi une petite parenthèse pour la romance contemporaine, petite définition de la romance contemporaine, parce que bon, contemporain, tout le monde voit à peu près ce que c'est. Voilà, on va juste répéter ça. La romance contemporaine, c'est grosso modo la romance classique, ça veut dire que ça se passe maintenant, c'est par exemple Le Quatre Mains que j'ai écrit avec Ophélie Leroux, ou encore aussi Je contrôle la situation, mon dernier, qui sera plus, on va dire, entre le témoignage et la romance contemporaine, avec une petite pointe de feel-good, paraît-il, un petit peu d'humour. Il n'y a pas de surnaturel, l'histoire aussi peut être assez simple, on va pas non plus partir dans des trucs what the fuck complet. Enfin bref, ça justement je pense que tout le monde voit à peu près ce que c'est que la romance contemporaine. D'ailleurs la plupart des téléfilms aussi qui passent certains après-midi, ne rigolez pas, pour écrire Attrape-moi suite à un défi, j'ai dû en regarder des téléfilms comme ça. C'est pas du tout ce que j'aime en plus. Voilà, c'est très souvent de la romance contemporaine, des fois de la romance historique aussi, mais voilà, plus souvent de la romance contemporaine. Le roman érotique. Et oui, le roman érotique, je le mets justement dans un genre à part. Enfin, puisqu'il y a 2 ans, je l'avais effectivement un petit peu oublié. Alors tout de suite, je pose un Hola que tal. Non, ce n'est pas pareil que le roman pornographique. Normalement, le bot, tu n'as absolument pas compris ce que j'ai dit. Petit tour sur le site d'Aurélie Despraz, ça se prononce comme ça, parce que vraiment, j'adore la définition qu'elle en fait. La romance érotique. Ne vous inquiétez pas et suivez bien jusqu'à la fin. Ne vous inquiétez pas, on arrive justement à ce que je veux. La romance érotique se fait plus explicite que la romance que l'on appelle classique, dans l'exploration et la transcription du désir et dans la narration des débats des héros et héroïnes, mais continue de donner la part belle aux sentiments et à la naissance d'une véritable relation. Elle reste avant tout une romance, donc de l'amour. Les descriptions peuvent être plus explicites et les scènes d'amour physique vont être plus nombreuses, plus osées, mais certains sujets, déviance, petites pratiques, petits tags sur certains sites X, ça va rester tabou. En effet, il y aura donc description d'un acte, mais on va dire pas de mots grossiers si vous voyez un petit peu ce que je veux en dire. Je sais que c'est une définition voilà, très synthétique, mais c'est pour que vous compreniez la différence. La littérature érotique. Et là, j'englobe vraiment les romans et les nouvelles. Si vous avez encore du mal un petit peu à savoir si c'est un roman, une novella ou une nouvelle, votre ouvrage, fiche, parce que justement, j'ai fait déjà une vidéo là-dessus. Donc, les romans érotiques, parlons-en. Ça donne la part belle aux actes sexuels, sans oublier toutefois la mise en scène, la contextualisation et la narration. Les ébats ne surviennent que dans le cadre d'une histoire, vraiment il y a une mise en situation qui les justifie, qui leur donne un sens, c'est pas juste une scène olé olé pour mettre une scène olé olé, il y a un sens. L'accent est cependant bel et bien mis sur le désir et les interactions physiques. Les sentiments, s'il y en a, sont très souvent secondaires dans les romans érotiques. Et certaines maisons d'édition sont par exemple spécialisées dans l'érotisme. Voilà, et puis certaines choses se diversifient. Alors que, attention je cite, la littérature, vous avez tous compris, se passe quasiment d'histoire. En fait, pour en avoir lu, on dirait vraiment des scénarios de films X, voilà, c'est-à-dire que le scénario est complètement nul, voilà, disons-le. Vous allez me dire qu'on ne regarde pas ça pour le scénario. C'est exactement pareil. La littérature, pays machin, on ne la lit pas en s'attendant à un scénario incroyable avec une histoire super bien. Non, c'est évidemment pas ça qu'on cherche. Donc l'acte X, c'est vraiment un prétexte, etc. On s'en fiche, on va dire, des contextes, des machins. Après, s'il y a un scénario ou un préambule, ce sera très court. On passe directement à l'acte. Ouais, puis alors très souvent, les préliminaires, il y en a pas souvent. Il n'y a pas de tabou, souvent les termes sont crus, les propos éventuellement
obscène aussi. Et je vais finir justement sur une phrase que j'ai particulièrement aimée qu'elle a écrite. Si l'érotisme est fréquemment rattaché à l'art, payer quelque chose ne l'est que difficilement. L'érotisme serait doté d'une esthétique certaine, ce dont la paix machin serait dépourvue. Et retenez bien la fin de cette définition, parce que je suis assez d'accord. En littérature érotique, je vous conseille par exemple Fifi Rouquine ou Jeanne Malisa, la maison d'édition aussi Ex Aequo dans sa collection Alcôve. Alors, il y a effectivement d'autres maisons d'édition qui sont spécialisées justement là-dedans, et vraiment attention, ne mélangez pas un paix quelque chose et érotisme. Ça, je vois encore beaucoup de lecteurs et de lectrices, même parfois des chroniqueurs et des chroniqueuses, qui mélangent mais complètement les termes et qui vont accuser par exemple tel ouvrage d'être paix machin. Alors que non, là pour le coup l'ouvrage c'est vraiment de l'érotisme. Après la personne peut effectivement ne pas apprécier l'érotisme. Ça peut arriver. Et oui, je lis l'érotisme, j'en écris aussi. P machin, non. Oui, j'essaierai peut-être un jour, peut-être. Le policier. Ah, le policier. Alors attention déjà, hein, c'est complètement différent de polar ou de thriller. J'espère que vous allez vraiment mettre ça dans votre tête parce que beaucoup confondent ou abusent. Donc, selon vous, il y a 2 ans, comme vous m'aviez dit, pour le policier, c'est généralement le détective, un flic en solo, il n'y a pas vraiment d'équipe, hein, ça va plutôt être le loup ou la louve solitaire. Hein. Même Holmes ou Poirot, toujours accompagnés de leurs amis respectifs, ont quand même une approche qui fait que souvent tout vient d'eux seuls. Il y a une enquête, en somme, oui, un policier n'est pas non plus à confondre avec un roman noir, ni thriller, je le répète encore. Ne vous inquiétez pas, hein, je vais le répéter très très souvent dans cette catégorie. Alors, question policier, le drame y est fondé sur l'attention d'un fait, ou plus précisément d'une intrigue et sur une recherche méthodique faite de preuves, le plus souvent par une enquête policière ou par l'enquête d'un détective ou détective privé. Maintenant, selon l'anthologie de la littérature policière Georges Sadoul, le roman policier est le récit rationnel d'une enquête menée sur un problème dont le ressort principal est un crime. Il y a un vocabulaire pour le roman policier, la liste n'est pas exhaustive du tout, mais on doit parler d'enquête, de suspect, de meurtre, d'assassinat, d'interrogatoire, de témoignage, de réquisitoire, d'audition, témoin, arme du crime, interpellation, alibi, preuve, procédure, et effectivement, hein, c'est pas non plus un carcan, mais c'est ce qu'on va appeler les codes du genre. Voilà. Ouais, je vous avais dit qu'on allait en reparler de ces codes. Alors que le roman noir et le thriller sont complètement différents. Le roman noir ou polar, inspiré des romans américains des années 30. Sachez que, comme me l'a rappelé Julien B sur Twitter, la littérature noire était le polar avant que ça englobe tous les genres par mépris. Et vous vous souvenez, hein, je vous avais parlé par exemple de la littérature blanche, noire et grise. Vous ne savez pas? Oubliez, c'est pas grave, on va parler justement du polar. Alors attention, je cite justement l'interview P. Panchette dans le Charlie mensuel numéro 126 de juillet 1979. Je décrète que le polar ne signifie nullement roman policier. Polar signifie roman noir violent, tandis que le roman policier à énigme de l'école anglaise voit le mal dans la nature humaine, le polar voit le mal dans l'organisation sociale transitoire. Un polar cause d'un monde déséquilibré, donc labile, appelé à tomber et à passer. Le polar est la littérature de la crise. Wiki dit même qu'il n'y a pas le côté ludique du policier en fait dans le polar et que ça va permettre de critiquer certains aspects du monde actuel. Donc retenez bien quand même qu'on va dire que policier c'est pas forcément très sombre, mais ça va vraiment se concentrer sur une enquête. Polar c'est beaucoup plus sombre et ça peut être aussi violent. Le roman à suspense ou thriller. Allez, on répète du verbe to thrill en anglais qui veut dire trembler, frémir. Suspense, tension. Dans cette catégorie, Stéphane Quesnel sur Twitter m'avait parlé d'Arlan Cobain de Chatham. Camille C m'avait aussi dit retournement de l'esprit, manipulation. Effectivement, un thriller c'est sombre, angoissant. Un thriller, en fait, on doit vraiment avoir peur de tourner la page. On doit vraiment être inquiété à chaque lettre. À chaque mot, d'accord, j'exagère un peu. Et thriller, ça vient quand même du verbe to thrill en anglais qui veut dire faire frémir. Frémir. Je pense que là tout le monde va avoir compris. Et oui, il y a complètement un abus de ce terme dans les ouvrages de ME ou d'AE, alors que très souvent on va dire ce sont des polars, mais vraiment des fois des vrais bons polars, hein, ou juste carrément des policiers, mais on va estampiller ça thriller. Nope, surtout qu'en plus ça fait de moins en moins vendre. Il s'agit en général du récit d'une traque, d'une souricière, une torture morale ou d'un engrenage fatal. Le thriller n'est pas forcément policier, attention. Il peut y avoir des thrillers érotiques, des thrillers d'espionnage, d'épouvante, juridique, psychologique, politique, de science-fiction, de fantastique, etc. Un blog va plus loin en disant qu'il sert en premier lieu le thriller à inspirer la crainte et la peur.
L'univers du thriller suspense est sombre, glauque, à glacer le sang. Il faut que ça pétrifie d'effroi la personne qui le lit. Pétrifié d'effroi, on doit frémir. Ce n'est pas toujours le cas des œuvres qui relèvent seulement du genre policier ou du polar. On met thriller pour faire vendeur, ce terme est vraiment servi à toutes les sauces et on oublie complètement ce que thriller signifie. Du coup, pour les personnes qui, comme moi, savent très bien ce que thriller signifie, surtout si dans les maisons d'édition, je peux vous dire que 80% des thrillers qui arrivent dans une certaine maison d'édition qui fait pas mal de thrillers, et bien en fait ils ne respectent pas la ligne éditoriale puisque ce ne sont pas des thrillers. Alors ça peut être de très très bons romans policiers, même des chefs-d'œuvre dans les polars, mais c'est pas des thrillers. Roman paranormal horreur. Esprit, démon, malédiction, clown, avec ça, le gore, les ghouls, les membres tranchés, des rivières de sang. C'est possible, oui, qui fait peur, hein, le paranormal. Il peut y avoir une escalade d'émotions basée sur la peur. Il peut y avoir du sang ou pas. Hein. C'est vrai que dans les romans paranormaux, il n'y a pas forcément non plus de sang. Ça peut vraiment juste nous faire peur. Après, il peut y avoir aussi des romans un petit peu gore, comme à la sauce Saw, par exemple. Moi, j'ai bien aimé les films Saw, surtout les débuts. Alors pour ma part, si je devais donner une maison d'édition référence dans cette catégorie, ce serait la maison d'édition Otherland. Je ne dis pas ça parce que je suis justement dedans. Il y a vraiment tous les marquages du paranormal, de l'horreur et du fantastique aussi. Sinon, vous avez également les ouvrages de Driller Killer, alias Adeline Rojo, en auto-édition, histoire folle et horrifique que j'ai chroniqué, ainsi que Bloc B, que j'ai également aussi chroniqué sur cette chaîne. Alors après, pour l'horreur, il y a YouScrap qui nous dit direct « Êtes-vous prêt à découvrir la peur ?» Voilà, c'est vrai que pour l'horreur, tout de suite, on va être dans le registre de la peur, ce qui est inquiétant. Alors après, il y a pas mal de sites qui peuvent ajouter des vampires, des loups-garous, des fantômes, des psychopathes, des sociopathes, qu'il ne faut pas oublier, c'est pas la même chose, des tueurs en série. Je sais pas si vous voyez un petit peu le croisement avec d'autres genres, parce que finalement, rien n'est figé, et il va y avoir effectivement des ponts qui vont se faire entre les genres. C'est aussi pour cela que je n'aime pas trop quand il y a des personnes qui vont vraiment vouloir mettre leur ouvrage dans une seule catégorie, dans un seul genre, alors que peut-être ça peut se rattacher à plusieurs genres, ou aussi être inclassable, mais ça on verra plus tard. Alors idem aussi pour le gore. Les romans gore, Larousse nous indique seulement que c'est un roman sanglant. D'accord, ouais, et encore. Enfin bref, vous allez certainement me dire, ouais mais à quoi ça sert tout ça, c'est bon, on s'en fiche, notre ouvrage, en quel genre il est. Ça dépend. En réalité, ça peut vous donner des arguments de vente en fonction des salons. En fait, de connaître le genre de vos ouvrages, ça va vous permettre de pouvoir en parler en salon, de pitcher votre œuvre par exemple. Ah, vous aimez ça de King? Eh ben ne vous inquiétez pas, vous allez adorer mon histoire, il y a aussi un clown absolument magnifique. Oh, au contraire, tenez, vous connaissez la série TV machin bidule? Eh ben je m'en suis inspirée effectivement pour écrire ma romance contemporaine. Et vous faites comme ça des ponts avec des références que les lecteurs et lectrices peuvent souvent connaître, soit parce que ce sont des classiques, soit parce que c'est populaire, etc. Et rebondir en disant que votre ouvrage, soit vous vous êtes inspiré de ça pour écrire, soit que votre ouvrage peut aussi se classer dans les mêmes genres. Allez, on continue un petit peu avant de reprendre. Action-aventure. Aventure. Perdu dans la jungle. Oui, on m'a dit aussi que c'est allaitant avec plein d'épreuves. Alors bon, pour Wikipédia, le roman aventure, c'est souvent avec des héros masculins. Jules Verne, Alexandre Dumas père, dans l'encyclopédie Larousse, on dit souvent que l'aventure est associée à une recherche parfois impossible qui devient une quête. Toujours subsiste la certitude de l'ailleurs et de l'opposition du même et de l'autre, où il faut voir la raison de toutes les étrangetés caractéristiques du genre. Ouais, c'est très long et chiant. L'auteur cherche à tenir son lecteur ou la lectrice en haleine, utilisant souvent le suspense et provoquant enchevêtrement des intrigues où le hasard joue un rôle important. Après, le dénouement est fréquemment heureux, même s'il est en demi-teinte, on verra toujours le triomphe du héros. Et l'héroïne. Enfin bref, le héros donne au roman d'aventure sa caractéristique essentielle, chevalier errant, souvent sans lien familial, voire asocial. Il est en quête d'un inaccessible but qui dépasse les seuls objectifs matériels et renvoie à la soif d'inconnu, de surprise, de changement que le lecteur peut partager. De Lancelot à Monte Cristo, Nemo, Tarzan et Arsène Lupin, le héros est le fil conducteur du récit, celui qui subit des épreuves, reçoit l'appui d'aide et remporte la victoire finale malgré les obstacles et les ennemis qui s'opposent à son action. Est-ce qu'on peut aussi dire du coup Dragon Ball, hein? Un petit peu de l'aventure aussi, non? Ou Indiana Jones. Alors ce n'est pas forcément le genre que j'adore, déjà parce que très souvent dans les romans d'aventure, ce sont souvent des héros et non des héroïnes, et ça commence effectivement à bout d'un moment à être un petit peu lassant, mais c'est souvent que c'est parfois un petit peu, casse-gueule, le roman d'aventure. Voilà, parce que au bout d'un moment, voilà, ça peut lasser s'il n'y a pas assez de twists, s'il n'y a pas assez de rebondissements. Et après, vous pouvez effectivement mettre de l'aventure dans vos ouvrages. C'est vrai que souvent dans mes romances, il y a de l'aventure, donc je contrôle la situation. Est-ce qu'on ne pourrait pas finalement dire que c'est une aventure ?
aventure. Ça, je vous en laisserai seul juge. Action. Alors action, c'est Bleu d'Acier, Doreza Dantes, je trouve que c'est l'exemple parfait pour le roman d'action. C'est toujours en mouvement, ça bouge, vous voyez les films d'action, on s'attend à ça, c'est-à-dire à des courses-poursuites, des bagarres, c'est allaitant, c'est pas non plus l'écriture le plus simple, parce qu'il faut mettre du suspense, du piment, quelques moments, on va dire, plus calmes, sans que ce soit trop long, parce que sinon, on va bailler, on va s'ennuyer. C'est exactement comme dans les films d'action. Vous prenez un film d'action, vous vous dites, allez, il faut écrire ça. C'est plus compliqué que ce qui m'y paraît, parce que il faut vraiment tenir le rythme de bout en bout. Mais après, pourquoi pas, c'est justement, vous soignez l'histoire, vous soignez l'univers, il peut y avoir de très bons romans d'action. Biographie, autobiographie. Alors oui, donc je mets ça à part, je pense que ça ne pose pas de problème à qui que ce soit, quoique il y a autobio et roman autobio. Alors le roman mémoire, c'est vous raconter votre vie. Le roman autobio, il y a une différence entre narrateur et auteur, la biographie, c'est ce qui est extérieur à soi, bien sûr. Alors je précise juste qu'une personne sur le forum études littéraires a apporté des précisions parce qu'il y a pas mal de sous-genres liés à la biographie que je vais justement vous développer parce que clairement c'est aussi compliqué en fait, on peut pas faire simple, non je sais pas, je veux dire c'est que la France qui est comme ça, c'est pas simple. Alors la biographie, à proprement dite, elle s'attache à narrer sans romancer du tout la vie d'un être qui fut réel. Par exemple la vie des 12 Césars de Phédon. La biographie romancée maintenant, elle s'attache à raconter la vie d'un personnage réel mais avec des éléments plus romancés, moins fidèles que le premier exemple. Voilà, on va mettre un petit peu de notre sauce. Si possible bien piquante la sauce. Le roman biographique, le sujet est un personnage de fiction dont la vie, narrée souvent à la première personne du singulier, est assez fortement inspirée par la vie de l'auteur. Du coup, je suis en train de me demander si je contrôle la situation que j'ai sortie en novembre, c'est pas un peu ça en fait. L'autobiographie, l'auteur est le narrateur qui raconte la vie de son auteur. Et enfin, l'autofiction, genre de l'autobiographie où le narrateur est l'auteur, les deux ne font qu'un, mais où l'auteur met des éléments fictionnels romancés dans la façon de se raconter. J'espère que vous avez suivi. Pas de genre. Alors oui, il y a quelques années, je mettais une catégorie Zarbi, mais en fait, pas de genre, ça va aussi. Alors là-dedans, je vais appeler cette catégorie les inclassables. Il y a des ouvrages, on ne sait pas vraiment dans quelle catégorie ils sont, dans quelle catégorie on pourrait les mettre, parce que ça peut être tout, parce que aussi ça peut être, on va dire, un style à part, ça peut être quelque chose de créé, de fabriqué, c'est différent, on va dire, de ce qu'on attend, ça ne respecte pas forcément les codes d'un genre préexistant, du coup ça devient inclassable. Alors dedans, je mets la saga Borderline de Zoé Ababou dans cette catégorie, je mettrai aussi d'autres ouvrages, on va dire, dedans au fur et à mesure, parce qu'il y en a d'autres auxquels je pense à l'heure actuelle, mais c'est ce qui m'est venu en premier à l'esprit quand j'ai réécrit ce script, c'est vraiment évidemment sa saga. Il peut y avoir plein de genres, on va dire, mélangés dedans, ça peut aussi faire des ponts entre les genres, finalement c'est inclassable en fait. Et vous, est-ce que vous avez des romans inclassables? En bref, oui, vous avez survécu à cette vidéo, bravo, félicitations. Peu importe le genre que vous écrivez, il faut quand même le connaître, même si c'est un inclassable. Pourquoi? Parce que tout simplement ça peut vous apporter un pitch, une technique d'approche, peut-être même en écriture, en réécriture, en correction ou en salon. Imaginez que quelqu'un vienne vers vous et vous demande de quoi parle votre livre. Vous pouvez très bien vous appuyer sur des exemples qui existent, des références, soit parce que ça vous a inspiré, soit parce qu'on va dire la personne en face de vous va, on va dire, connaître ces références, va tout de suite faire « Ah ouais !» tilt dans sa tête, ça y est, ça justement je comprends, et ça peut déclencher du coup une vente de votre côté. N'oubliez pas de faire le test parce que ça peut vous donner des idées. C'est bien pour ça que c'est pertinent de s'intéresser aux genres littéraires. Vous pouvez écrire dans les genres que vous voulez. Ouais, alors ça aussi, je vais insister là-dessus. Il y a pas mal de personnes qui vont critiquer X ou Y parce qu'ils écrivent que de la romance, notez effectivement l'ironie et les guillemets, comme quoi ce serait des sous-genres, un petit peu comme les mangas qui ne seraient pas de la littérature harf, double harf, c'est vraiment ce qui m'agace. Vous avez envie d'écrire de la romance, écrivez de la romance et personne n'a à vous critiquer là-dessus. Vous voulez écrire du fantastico-historique? Let's go en fait. Qu'est-ce que vous attendez? Ne vous limitez pas, n'oubliez pas, écrivez vraiment ce que vous avez envie finalement de lire. Vous ne trouvez pas justement une histoire qui vous transporte? Eh bien, écrivez justement celle qui vous transportera. Et ne rabaissez pas les auteurs ou les autrices qui écrivent dans un genre. Vous pouvez effectivement ne pas apprécier, comme je n'aime pas la dark romance, c'est pas pour autant, que je vais rabaisser certains auteurs et autrices qui écrivent dans ce genre-là.
Voilà, c'est la fin de ce conseil d'écriture et j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour le JEL, soit le journal extralité d'avril. Eh ouais, ça passe vite les mois. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, de lâcher un petit like, un commentaire et de partager cette vidéo. Cela nous fait très plaisir et ça va aussi nous aider à conserver, on va dire, un petit peu ce rythme et à apprécier aussi notre travail. Si vous souhaitez nous soutenir financièrement parlant, vous pouvez vous rendre sur Utip ou Tipeee. Et en attendant la prochaine vidéo, soignez votre plume.